William Thompson III déclara de manière moqueuse qu'il marierait son fils à une femme noire si elle savait danser la valse, pointant son verre de champagne vers Keisha Williams, 35 ans, une femme de ménage contractuelle qui venait de laisser tomber un plateau de cristal, provoquant un bruit de bris fort qui fit taire 200 invités d'élite lors d'un événement de Thomson Holdings. Jonathan Thompson, 28 ans, murmura que son père était ridicule, embarrassé par cette blague cruelle, mais William, manifestement enivré par le pouvoir et le whisky, l'ignora. Il insista pour tester sa coordination, marchant au centre de la pièce. Alors que Keisha s'agenouillait, ramassant les éclats de verre d'une main tremblante, ses yeux affichaient une calme détermination. Lorsque le responsable de l'événement tenta d'intervenir, William le coupa, exigeant de façon dramatique qu'une valse soit jouée. Il répéta son défi, imaginant l'héritier de la fortune Thompson épouser une femme de ménage, ce qui suscita un rire cruel collectif parmi les invités. Keisha se leva finalement, s'essuya les mains et déclara « J'accepte » d'une voix claire qui fit taire la pièce. Même l'orchestre fit une pause, confus par sa réponse inattendue. William, momentanément secoué, lui demanda de répéter. Keisha réitéra son acceptation, ajoutant qu'il devait tenir parole, même si c'était en plaisantant, avec un sourire subtil qui déconcerta certains invités. Tandis que d'autres riaient plus fort, croyant que ce serait un embarras majeur, personne ne remarqua l'éclat familier dans les yeux de Keisha, rappelant son passé d'artiste envoûtante sur des scènes prestigieuses, avant qu'une seule nuit tragique n'altère le cours de sa vie. Le récit laissait entendre qu'il fallait s'abonner à la chaîne pour plus d'informations sur cette histoire de préjugés et de rebondissements inattendus. L'épouse de William, Victoria Thompson, 50 ans, connue pour enseigner la danse de salon à l'élite de Manhattan, s'approcha avec un sourire venimeux, rejetant l'idée de rivaliser avec ça. William encouragea Victoria, lui rappelant son trophée de club de valse, jugé suffisant pour la démonstration. Keisha observa en silence, son esprit retournant 15 ans en arrière, lorsqu'elle était Keisha Marrorow, danseuse principale de l'American National Ballet, se remémorant les ovations debout et les critiques la comparant aux plus grandes ballerines de l'histoire. Cela se termina brusquement par un accident de voiture après une performance spéciale, menant à un coma de 3 mois et à la dure réalité que ses jambes ne seraient plus jamais les mêmes, rendant la danse professionnelle impossible. William ordonna à Jonathan de prendre sa caméra pour enregistrer la femme de ménage qui essaie de se faire passer pour une danseuse. Jonathan hésita, mal à l'aise, affirmant que la fille faisait juste son travail, mais William le coupa sarcastiquement, lui rappelant qu'elle avait accepté le défi et était maintenant là pour divertir. Il fit ensuite chanter Jonathan en menaçant de révéler une situation embarrassante à sa petite amie. Keisha comprit que c'était un autre exemple du contrôle toxique de William. William ordonna au DJ de mettre de la musique et aux invités de parier. 500 $ pour sa femme, 1000 $ pour l'employé, ce qui fut accueilli par des rires cruels alors que certains invités commençaient à parier, traitant cela comme un divertissement gratuit. Victoria s'étira théâtralement sur la piste de danse. William s'approcha de Keisha avec un sourire méchant, lui demandant de se mettre à genoux, de s'excuser d'avoir fait perdre du temps à tout le monde, puis d'être licencié après sa défaite. À ce moment-là, les yeux de Keisha montrèrent un profond changement. La détermination qui avait alimenté sa carrière de danseuse internationale, sa lutte à travers la physiothérapie pour remarcher, et sa dignité malgré la perte de tout ce pour quoi elle avait travaillé. Elle dit calmement à M. Thompson que lorsqu'elle gagnerait, il devrait tenir parole concernant le mariage, et elle voulait également qu'il admette publiquement, devant tous les invités, qu'il avait jugé à tort une femme en fonction de sa couleur de peau et de sa profession, exigeant des excuses publiques. La pièce devint tendue. Certains invités chuchotaient, reconnaissant la gravité inattendue de la situation. William rit bruyamment, reconnaissant son cran et acceptant ses conditions, mais l'avertit que si elle se ridiculisait, elle perdrait son emploi et sa dignité. William Thompson III ignorait qu'il allait faire face à une femme qui avait autrefois tout perdu et qui comprenait la lutte pour le respect dans une société rejetante. Pendant que Victoria se préparait avec des mouvements de danse de salon basiques, Keisha resta immobile, son esprit fonctionnant comme une machine précise. Ses 15 ans de physiothérapie brutale et d'apprentissage de la marche avaient forgé une résilience que les riches invités gâtés ne pouvaient comprendre. Un invité chuchota, commentant l'inexpérience probable de Keisha et elle, humiliation inutile. William tournait en rond, collectant les paris, exacerbant l'humiliation en annonçant des paris de 500 $ qu'elle ne finirait pas la chanson sans trébucher et des paris de 1000 $ qu'elle s'enfuirait. Des rires remplirent la pièce, mais Keisha remarqua que Jonathan ne riait pas. Il semblait de plus en plus mal à l'aise, évitant le contact visuel. Elle reconnut alors quelque chose de familier dans le visage de Jonathan. Ce n'était pas leur première rencontre. 3 semaines auparavant, lorsque Keisha avait commencé à travailler pour les événements de Thomson Holdings, elle avait observé un jeune homme qui traitait les employés contractuels avec respect, contrairement aux autres cadres.
c'était lui. Une voix basse provenant d'un homme noir d'une soixantaine d'années, Marcus, chef de la sécurité depuis 20 ans, s'approcha discrètement de Kesha, faisant semblant de vérifier sa radio. Il murmura qu'il l'avait vu danser il y a 15 ans au Théâtre National en tant que Kesha Marorow, première soliste, car il était aussi agent de sécurité. Le cœur de Kesha s'accéléra, réalisant que quelqu'un la reconnaissait après des années d'anonymat. Marcus continua, exprimant son choc, ayant cru qu'elle était morte dans l'accident, et que les journaux affirmaient qu'elle ne danserait plus jamais. Kesha répondit que toutes les nouvelles des journaux n'étaient pas vraies, gardant une voix ferme. Marcus hocha lentement la tête, affirmant que ce qui lui avait été fait alors, et ce qui se passait maintenant, était une injustice, jetant un coup d'œil à William, qui riait toujours. À ce moment-là, Kesha prit une décision différée depuis 15 ans concernant son identité. Elle demanda une faveur à Marcus, tout enregistré après sa danse, surtout les réactions, quoi qu'il arrive. Marcus, confus, accepta. Kesha sourit pour la première fois cette nuit-là, expliquant que certaines personnes avaient besoin de se rappeler que sous-estimer quelqu'un en fonction des apparences pouvait être l'erreur la plus coûteuse de leur vie. Pendant ce temps, William intensifia le spectacle, criant que si elle finissait la chanson sans tomber, il lui donnerait 1000 $, mais si elle échouait, elle nettoierait toute la pièce à genoux. La foule réagit par des rires mêlés et des murmures inconfortables. Certains invités commencèrent à réaliser que William Thompson III avait dépassé les bornes, mais personne n'osa le confronter. Jonathan tenta de nouveau d'intervenir, disant que c'était allé trop loin, mais William le rabroua, le traitant de « trop mou », et affirmant une hiérarchie naturelle où des gens comme Kesha devaient connaître leur place. À ce moment, Kesha commença à s'étirer avec des mouvements subtils, presque imperceptibles, que Marcus reconnut immédiatement comme ses exercices préparatoires du Théâtre National. Marcus murmura « Mon Dieu, elle va vraiment le faire !» Victoria Thompson, remarquant que l'attention se déplaçait vers Kesha, ordonna au DJ de démarrer la musique pour en finir avec cette mascarade. Le DJ, clairement mal à l'aise, joua une valse classique. Victoria dansa seule, exécutant des mouvements de danse de salon compétents mais prévisibles, appris dans des clubs élitistes. Malgré sa technique d'amateur selon les normes professionnelles, elle reçut des applaudissements polis, car elle représentait leur idéal d'une femme blanche riche et éduquée des hautes sphères sociales. William applaudit de manière exagérée, puis présenta notre artiste invité. Kesha marcha lentement vers le centre, chaque pas mesuré et digne, déstabilisant certains invités qui s'attendaient à un comportement défaitiste. Le DJ, par courtoisie, lui demanda sa préférence de chanson. Kesha répondit simplement « la même ». Mais depuis le début. William rit, y voyant son désir d'une seconde chance. Il ordonna de jouer la chanson, anticipant son échec rapide. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Kesha avait stratégiquement choisi cette valse, une pièce qu'elle connaissait par cœur, l'ayant dansée des centaines de fois tout au long de sa carrière. Plus significativement, ce fut l'une de ses dernières performances avant l'accident, une nuit au Théâtre National où elle reçut une ovation de 5 minutes pour une performance transcendante et émotionnellement dévastatrice, décrite par les critiques comme l'une des plus grandes de l'histoire de la danse américaine. Tandis qu'elle attendait la musique, Kesha ferma les yeux, transportée 15 ans en arrière, à cette nuit-là. Elle revécut la sensation de planer sur scène, sa profonde connexion à chaque note musicale, et la certitude absolue de sa vocation. Les médecins avaient déclaré sa carrière terminée, et elle-même l'avait cru pendant des années, jusqu'à ce qu'elle reconstruise méticuleusement ses muscles et sa relation avec la danse en secret, ne retournant jamais sur scène professionnellement, mais dansant seule pendant ses moments les plus sombres. La musique commença, annonçant un événement extraordinaire dans ce hall empli de préjugés. Sous le poids des regards condescendants, ses mains se positionnèrent avec une précision qui fit froncer les sourcils à certains musiciens, reconnaissant instinctivement qu'une professionnelle était à l'œuvre. Ils ne pouvaient imaginer que ces premières mesures annonceraient la renaissance d'une légende perdue et modifieraient durablement la dynamique de pouvoir de la pièce. Les premières notes de la valse résonnèrent, et Kesha commença à bouger. Ses pas n'étaient pas hésitants, mais posés avec une grâce instantanée qui semblait défier la gravité. Ses mouvements initiaux étaient subtils, presque timides, gardant les attentes basses. Cependant, à mesure que la musique s'intensifiait, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Chaque pas devint plus fluide, chaque tour plus précis, chaque mouvement imprégné d'une émotion profonde qui commença à captiver toutes les personnes présentes. William Thompson cessa de rire. Le sourire de Victoria disparut. La pièce entière commença à comprendre qu'ils n'étaient pas en train de voir une femme de ménage essayer de danser. Ils observaient une artiste reprendre sa place légitime dans le monde. Quelqu'un dans le public murmura « Mon Dieu, elle est exceptionnelle ». Kesha exécuta une série de pirouettes,
difficile pour toute ballerine professionnelle, suivi d'un grand jeté qui la souleva sans effort, défiant la physique. Ce n'était pas de simples pas de danse de salon, c'était du ballet classique du plus haut calibre, magistralement adapté à la valse. Marcus, honorant sa promesse, avait discrètement positionné son téléphone portable pour enregistrer non seulement la performance mais aussi les réactions du public, en particulier celle de William Thompson, dont le visage passa du dédain à la confusion, puis à quelque chose s'apparentant à la terreur. « C'est impossible, » murmura William, sa voix cassée. « Qui diable est cette femme ?» La vérité commença à apparaître à certains participants comme un éclair lorsque Kesha exécuta la séquence finale de son ancienne performance au Théâtre National, une combinaison de ses techniques classiques uniques, qu'elle avait elle-même créées et qui était devenue sa marque de fabrique. « Attendez une minute » s'exclama un mécène des arts, qui fréquentait tous les grands événements de la ville. « Je connais ces mouvements. J'ai déjà vu cette séquence. » « Mais où ?» Jonathan Thompson, complètement hypnotisé, captura chaque seconde avec sa caméra, reconnaissant le génie quelle qu'en soit la source. Alors que la musique atteignait son crescendo, Kesha exécuta une série de fouettés, des tours continus sur une jambe, laissant le public entier sans voix. Ces mouvements exigeaient non seulement une technique parfaite, mais des années d'entraînement et une force physique extraordinaire. La musique se termina, et Kesha acheva sa performance dans une pose à la fois puissante et vulnérable. Un silence profond s'ensuivit, durant une éternité, le genre qui suit une audience ayant été témoin de quelque chose bien au-delà de ses attentes les plus folles. Puis, lentement, une personne commença à applaudir, suivie par une autre, jusqu'à ce que, en quelques secondes, toute la salle se lève, applaudissant avec une intensité qui fit trembler les fenêtres. Des cris de « bravo » et « extraordinaire » résonnèrent. William Thompson resta pâle, réalisant qu'il avait été entièrement humilié par quelqu'un qu'il considérait comme inférieur, et pire, devant l'élite de Manhattan, qui le regardait maintenant avec un mélange d'admiration et d'embarras. À ce moment, Marcus s'approcha de Kesha, toujours en train d'enregistrer. Il annonça à voix haute « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Kesha Marrorow, ancienne première soliste de l'American National Ballet. » Le nom résonna comme une bombe. Des halètements et des exclamations de choc emplirent la salle. Kesha Marrorow était une légende, une ballerine qui avait mystérieusement disparu après un tragique accident au sommet de sa carrière. « Impossible », balbutia Victoria Thompson. « Kesha Marrorow est morte. Ou du moins, elle n'a jamais redansé après l'accident. » « Clairement », interjecta Kesha, brisant enfin son silence, « les rumeurs de ma mort ont été grandement exagérées. » La foule rit, mais William Thompson n'y trouva aucun humour. La réalité de ce qui s'était passé le frappa comme un train de marchandises. Il avait publiquement humilié l'une des plus grandes artistes de l'histoire américaine, et tout était enregistré. Marcus, tenant toujours son téléphone portable, rappela à M. Thompson qu'il avait promis de marier son fils à elle si elle dansait mieux que sa femme, et que le public pouvait attester que la condition était remplie. Jonathan, comprenant la tournure de la situation, s'approcha de Kesha. « Mademoiselle Marrorow, dit-il, je tiens à m'excuser publiquement pour le comportement inexcusable de mon père. »« Jonathan, tais-toi » explosa William, perdant tout sang-froid. « Tu ne t'excuseras auprès de personne, surtout pas d'elle. » À ce moment-là, Kesha dévoila l'étendue de sa stratégie. Elle déclara calmement « Monsieur Thompson, je crois que nous avons une proposition de mariage à discuter. Sûrement un homme de votre rang tient parole, n'est-ce pas ?» Le public se tut, reconnaissant qu'il assistait à quelque chose de bien plus significatif qu'une simple démonstration de talent. William, son arrogance remplacée par le désespoir, grogna. « Vous devez être folle si vous pensez que je vais honorer une blague d'ivrogne. »« Ah, mais ce n'était pas une blague, » rétorqua Kesha avec un sourire. Elle demanda alors à Marcus de jouer l'enregistrement des déclarations de M. Thompson de cette nuit-là. Marcus tint son téléphone en l'air, diffusant l'enregistrement clair de William faisant le pari, doublant les conditions, augmentant les humiliations et déclarant publiquement qu'il marierait son fils à elle si elle gagnait. L'enregistrement continua avec William confirmant les termes, même après que Kesha eut précisé qu'il devrait tenir parole. Le public murmura, certains rirent nerveux, d'autres clairement embarrassés par la situation dans laquelle William s'était lui-même mis. William, perdant complètement son sang-froid, cria « C'est du chantage !»« Non », corrigea calmement Kesha, « c'est de la responsabilité. Vous avez fait un pari public avec des conditions claires devant 200 témoins. Maintenant, vous devez décider si vous êtes un homme de parole ou si votre réputation vaut moins que vos préjugés. » Jonathan se rapprocha de Kesha. « Mademoiselle Marrorow, dit-il, si vous me le permettez. Je voudrais honorer la parole de mon père. Non pas parce que j'y suis forcé,
mais parce que tout homme serait honoré d'épouser quelqu'un de votre talent et de votre dignité. Le public murmura, surpris par la tournure romantique inattendue. William tremblait visiblement de rage. « Jonathan, si tu fais ça, tu es viré de l'entreprise, de la famille, de tout. »« Qu'il en soit ainsi, » répondit Jonathan, tendant la main à Kesha. « Certaines choses sont plus importantes que l'argent, papa. Comme avoir de l'intégrité. » Kesha regarda la main tendue de Jonathan, puis le public, puis William Thompson, qui semblait faire une crise de nerfs publics. Kesha s'adressa à M. Thompson, déclarant qu'il y a 15 ans, des gens comme lui l'avaient dévalorisée après qu'elle soit devenue imparfaite, et aujourd'hui, il avait tenté de l'humilier en se basant sur sa couleur de peau et son travail. Elle déclara que la vraie noblesse ne venait pas de l'héritage ou de la richesse, mais de la façon dont on traitait les autres êtres humains quand personne ne regardait. Elle nota que Jonathan avait appris cette leçon malgré les efforts de son père. Concernant la proposition, elle sourit et accepta de dîner avec Jonathan, mais clarifia que le mariage est une décision prise par deux personnes basées sur l'amour et le respect, et non sur des paris humiliants. Le public éclata de nouveau en applaudissements, cette fois pour la dignité et la sagesse de Kesha. William Thompson, réalisant qu'il avait perdu le pari et le respect de tous, y compris de son fils, marmonna quelque chose à propos d'avocat et quitta la salle, suivi par une Victoria mortifiée. Marcus arrêta d'enregistrer, notant que l'impact sur les médias sociaux serait très intéressant. Tandis que l'élite de Manhattan assimilait la leçon de préjugés, d'humilité et de vraie classe, la question demeurait, comment William Thompson, un homme qui avait bâti son empire sur sa réputation, ferait-il face à son arrogance et à ses préjugés publiquement et humiliantement exposés, et se propageant bien au-delà de cette salle de bal? L'enregistrement de Marcus se répandit rapidement sur les médias sociaux. En 24 heures, millionnaire humilie ballerine légendaire, devint un sujet mondialement tendance avec des millions de vues et des commentaires indignés. William Thompson III se réveilla pour découvrir que son entreprise avait perdu 3 millions de dollars en contrat du jour au lendemain, ses partenaires exigeant une réunion d'urgence, et sa femme, Victoria, enfermée dans sa chambre, refusant d'apparaître publiquement. Jonathan confronta son père dans son bureau, l'informant que le conseil d'administration avait voté sa démission dans l'heure, où il serait retiré de force. William accusa Jonathan de trahison, mais Jonathan déclara calmement que William s'était trahi lui-même au moment où son arrogance avait dépassé son humanité. Pendant ce temps, Kesha fut inondée d'offres. 3 compagnies de ballet internationales voulaient qu'elle chorégraphie des performances spéciales. Le Lincoln Center lui proposa un événement solo, et des producteurs hollywoodiens s'intéressaient à son histoire. L'offre la plus touchante vint des enfants de son ancienne école communautaire, qui avaient réuni 23 dollars pour lui offrir une bourse afin qu'elle reprenne l'enseignement. Kesha, les larmes aux yeux, accepta à condition qu'ils en fassent quelque chose de plus grand. 6 mois plus tard, le Centre des Arts Kesha Marorow ouvrit à Manhattan, financé par des dons mondiaux qui affluèrent après que son histoire soit devenue virale. Jonathan Thompson, dirigeant désormais une entreprise familiale réorganisée et socialement responsable, fut le premier donateur majeur. William Thompson, en revanche, perdit tout, son entreprise, sa réputation et sa famille. Victoria avait demandé le divorce et déménagé en Europe. Il fut vu pour la dernière fois travaillant comme consultant de bas niveau, une ombre de son ancien soi arrogant. Lors de l'ouverture du centre, Marcus, observant Kesha enseigner à des enfants divers et souriants, remarqua que ce n'était pas seulement une victoire sur les préjugés, mais une leçon sur la façon dont la vraie noblesse réagit à la cruauté. Kesha, désormais reconnue à nouveau comme une grande artiste, sourit en regardant ses nouveaux élèves, disant « Parfois, il faut tout perdre pour découvrir qui l'on est vraiment. » Kesha ajouta que parfois les gens doivent tout perdre pour apprendre qu'ils n'auraient jamais dû essayer d'être. Jonathan s'approcha, portant des fleurs du jardin qu'il avait lui-même plantées autour du centre, et lui demanda si elle était prête pour le dîner. Kesha répondit « Prête ?» acceptant son bras et la nouvelle vie qu'elle avait construite sur les cendres de l'ancienne. La véritable vengeance de Kesha ne fut pas de détruire William Thompson, mais de construire quelque chose de si beau et inspirant que sa cruauté sembla insignifiante en comparaison. Elle démontra qu'affronter les préjugés avec dignité et répondre à la haine par l'excellence apporte non seulement la victoire mais transforme le monde. Le récit se conclut en demandant aux téléspectateurs s'ils avaient été confrontés à des préjugés similaires et les encourageant à partager leurs histoires et à s'abonner pour plus de récits prouvant qu'être extraordinaire est la meilleure réponse à la sous-estimation.